bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Merci d'être avec nous comme chaque semaine, comme chaque jour et comme chaque semaine effectivement pour votre édito. Alors on va parler d'abord du grand dossier international du week-end. Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs vagues d'avions israéliens ont frappé des cibles iraniennes. L'attaque annoncée quasiment en temps direct s'est terminée au petit matin. Elle a été conclue par un message officiel du vice-amiral Daniel Hagari, le porte-parole de l'armée. Israël dispose, je cite, désormais d'une plus grande liberté d'opération aérienne en Iran. Alors est-ce qu'on va en rester là? Je ne pense pas. Non, on pourrait l'espérer pourtant, parce que cette riposte a été soigneusement calibrée, limitée, encadrée, négociée avec les États-Unis et au vu de l'opinion internationale, elle a atteint son but. Israël a riposté, mais Israël n'a pas donné dans la surenchère. Certes, les autorités iraniennes ont immédiatement dit qu'elles avaient le droit, voire le devoir de se défendre, etc., etc. Mais est-ce l'intérêt de l'Iran de partir dans une escalade alors qu'Israël vient de montrer qu'elle savait exactement où frapper quoi? Le pétrolier, le nucléaire n'a pas été visé, c'était la demande des Américains. Néanmoins, en frappant visiblement la capacité de l'Iran à avoir des missiles balistiques, c'est toute cette chaîne de la frappe éventuelle un jour qui a été touchée. Donc on peut penser que les Iraniens, qui ne sont pas des dirigeants stupides, ils sont très intelligents, il faut toujours l'intégrer, vont intégrer cette nouvelle donnée. Le guide suprême iranien, par ailleurs, sur Twitter, a menacé Israël, avant de voir d'ailleurs son compte Twitter supprimé, il a menacé Israël de représailles. Oui, bien sûr, et cette riposte verbale, elle est inévitable. D'ailleurs, le bras de fer politique, géopolitique, il continuera. Il prendra d'autres formes, mais il continuera jusqu'au jour où il y aura en Iran un changement de régime. Oh, ne rêvons pas à l'arrivée subite d'une démocratie merveilleuse, mais la chute des mollahs, elle arrivera un jour, ça sera la véritable victoire d'Israël et de l'Occident. La guerre au Proche-Orient se poursuit, notamment au Liban, les frappes contre les terroristes du Hezbollah. Alors quelle évolution on peut envisager pour cette partie du conflit, Christophe? C'est extrêmement complexe, mais on voit bien que l'entreprise de neutralisation du Hezbollah n'est pas de même nature que celle d'éradication du Hamas. Nous avons affaire à deux conflits différents. D'abord parce que le Liban est un État constitué et on connaît sa complexité politique et culturelle. Quel est le but au Liban ? Le but, il est de faire respecter une résolution de l'ONU, la résolution 1701, qui sécurise le sud du pays et qui permettrait aux habitants du nord d'Israël de rejoindre leurs habitations. C'est totalement différent de ce qu'on voit à Gaza. Et puis surtout, il y a derrière les frappes ciblées qui ont eu lieu, et notamment évidemment les dirigeants qui ont été éliminés, une volonté d'Israël d'affaiblir, voire de diminuer définitivement la puissance politique et financière du Hezbollah. Financière, c'est important de viser les caches où il peut y avoir de l'argent, parce que c'est par la corruption et par la possession de ces biens que le Hezbollah a mis une partie du Liban en coupe réglée. Et puis puissance politique, parce qu'on le sait, l'équilibre du Liban, et qui correspond aussi au rêve de Macron. C'est quoi? C'est une mosaïque tellement complexe que chacun a son petit morceau du gâteau du pouvoir et respecte celui des autres. C'est ça que le Hezbollah, depuis 2020, a fait voler en éclats. C'est ça qui lui permet d'avoir aujourd'hui une emprise totale. C'est ça qu'il faut briser. Je pense que l'action d'Israël va dans ce sens, de manière peut-être plus efficace que la patiente et inutile diplomatie des Occidentaux. Absolument. Alors vous parlez d'Emmanuel Macron. Jeudi dernier, lors de la conférence qui était organisée sur le Liban, le président de la République a déclaré « Je ne suis pas sûr, je cite, qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie », en parlant évidemment de l'armée israélienne. Ça a choqué, évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Pourquoi un tel mot d'Emmanuel Macron? C'est d'une violence inouïe, le mot barbarie. Si le président avait dit cette guerre sème la ruine et la désolation, oui, toutes les guerres font cela. S'il avait dit attention, les pertes civiles, ça engrange la mécanique de la rancune, de la vengeance et donc les haines et les guerres futures, oui, c'est un discours qu'on pouvait entendre et ça responsabilise une puissance comme Israël. Mais dire barbarie, mais si Tsahal est barbare, alors que doit-on dire des tueurs de Daesh qui ont brûlé vif un pilote jordanien dans une cage de fer il y a quelques années? Que doit-on dire des terroristes du Hamas qui ont violé, tué des enfants, etc. Que doit-on dire des terroristes qui sont entrés au Bataclan pour massacrer des jeunes qui écoutaient un concert? Que doit-on dire de tout ce que l'islamisme politique et intégriste nous a envoyé comme tueurs? Donc c'est d'évidence pas le bon mot. Alors, quand on regarde l'histoire, barbare, ça a servi à tout. Les Grecs appelaient barbares tous ceux qui ne parlaient pas leur langue. Ça faisait beaucoup de monde. En Europe, nous avons appelé barbares les habitants de la barbarie du 15e, 16e siècle jusqu'au 19e. C'était
tout le Maghreb qui était appelé les barbares, la barbarie, les barbaresques. Donc vous voyez, c'est un mot élastique. Néanmoins, Emmanuel Macron ne l'emploie pas aveuglément. Et il sait ce que ça veut dire. Il sait ce que ça veut dire. Et là, il a franchi une ligne psychologique qui est absolument ahurissante. Alors pourquoi, vous me disiez? Pourquoi? Parce que je crois qu'il sent que lui-même lui échappe des mains son rêve du Liban. Ce Liban multiculturel, multiconfessionnel, cette mosaïque politique que bien sûr, par le simple geste magique de sa présence, il allait rétablir, il allait restaurer, il allait ressusciter en 2020 après l'explosion du port. C'est ça. C'est le rêve d'Emmanuel Macron. Il voit bien que ni en France ni au Liban, ce genre de mosaïque idéale n'est possible. L'époque ne va pas vers cela, ce n'est pas une bonne solution, parce que les choses lui échappent des mains, plutôt que de se rallier à la réalité et à un certain pragmatisme, il continue dans cet idéalisme qui a une conséquence, ménager le Hezbollah, ne pas trop déplaire à l'Iran, et ça je pense que c'est un mauvais calcul. D'ailleurs, on sait qu'un membre du Hezbollah fait partie de la délégation qui était présente lors de cette conférence avec le gouvernement libanais. Oui, bien sûr, parce que la France reste attachée à la coupure du Hezbollah en deux, le Hezbollah armé, donc terroriste, et le Hezbollah politique, donc respectable. Non, cette coupure-là, elle est totalement obsolète parce que le Hezbollah est devenu tout simplement et uniquement l'instrument, le levier, l'outil de l'Iran pour que jamais le Liban ne redevienne le Liban. C'est sans le Hezbollah, ou du moins avec un Hezbollah totalement redéfini, qu'on pourra avoir un espoir pour le Liban. Il y a toujours, Christophe, 101 otages dans la bande de Gaza et justement les négociations ont repris à Doha, au Qatar. Un émissaire israélien a gagné justement le Qatar pour ces négociations. Est-ce que pour vous c'est une lueur d'espoir? Oui, on a l'impression qu'une petite lueur se rallume dans cette nuit des otages. Espérons que cela va aboutir très très vite à la libération de tous les otages survivants, ce qui voudrait dire aussi à la reddition des derniers terroristes du Hamas. Et puis, il faut tout de suite penser la solution politique future. Et ça se fera dans le concert des nations. Il faudra que la planète entière se mette au chevet de cette zone du monde. Il faut penser une solution politique à 2 États, parce que c'est la seule solution viable à long terme. Je ne suis pas sûr que l'actuel gouvernement israélien soit fondé à le faire. Ça veut donc dire que le processus démocratique israélien aura peut-être besoin d'être accéléré pour qu'il y ait un nouveau gouvernement pour une nouvelle ère pour tout le monde. Après, le gouvernement israélien et pour la solution à 2 États, ils disent effectivement, pour l'instant, avec qui négocier. C'est surtout ça la question. Exactement. Ouais. Et il est assis sur une coalition parlementaire, fruit d'une proportionnelle indéfendable, une coalition parlementaire où, à mon avis, à l'intérieur de cette coalition, certains seraient prêts à saboter cette solution. Alors, on revient à l'actualité en France, évidemment, l'actualité politique. Christophe, pour boucler son projet de budget 2025, dont l'examen se poursuit à l'Assemblée nationale, l'exécutif devra encore trouver 5 milliards d'euros d'économies. La partie recette du budget n'a pas été votée dans les temps. Alors, expliquez-nous, c'est vrai qu'on peut avoir, pour certains d'entre nous, du mal à comprendre ce qui se passe. Alors, quand on est arrivé au bout du délai imparti pour le vote sur les recettes, c'est-à-dire le 25 octobre, ils se sont donné 24 heures de plus, ça n'a pas suffi, il restait 1500 amendements et donc ils n'ont pas pu voter sur cette partie recette. Alors plutôt que de dire que c'était un échec et de l'envoyer au Sénat, ils se sont dit non, on va s'y remettre le 5 novembre. Entre-temps, on doit discuter du budget de la sécurité sociale. Les amendements trop nombreux étaient une explication, il y a une autre explication à cet échec. La zizanie complète du bloc majoritaire, ils se sont disputés entre eux, ils n'étaient d'accord sur rien, et puis la surenchère du NFP en matière de taxes supplémentaires. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini. Je l'ai dit, le 5 novembre, on reprend les débats. D'ici là, on va parler sécu. La vraie date finale pour le budget à l'Assemblée nationale, les recettes et dépenses, c'est le 21 novembre. Le 21 novembre, là, ils doivent avoir voté pour ou contre. S'ils votent contre, ce qui est probable, tout tombe. 40 jours de travail pour rien. On repart du texte initial proposé par le gouvernement et on va au Sénat. Là, il y a 20 jours. Ça va aller vite parce que le Sénat, ils ont les idées claires. À l'issue de ces 20 jours, il y aura une commission mixte paritaire. Il y a 10 jours de navette pour que le Sénat et l'Assemblée se mettent d'accord. Avec cette date limite du 21 décembre, là, la France doit avoir un budget voté au Parlement. C'est impératif. Quelles sont les conséquences justement pour la suite du processus parlementaire ? La suite du processus parlementaire, c'est qu'il y a ce chemin de fer que je vous ai décrit et puis le fantôme, le spectre du 49.3. Est-ce qu'à un moment donné, on catalyse tout cela par des 49.3 ? Je ne suis pas sûr que ça soit inéluctable. Oh, c'est probable, parce qu'à l'issue de la CMP, quand on sera vers le 15-18 décembre, le 49.3 peut apparaître comme l'outil qui va sauver le budget de la France. Mais peut-être que Michel Barnier sera plus pervers que moi et qui se dira mais non, je vais laisser le Parlement montrer son incapacité, son impuissance. Je vais montrer que ces gens qui ont fait 11 groupes parlementaires ne sont pas capables de doter la France d'un budget. Et moi, avec mon gouvernement, s'il n'y a pas de budget voté dans les temps, j'applique un autre article de la Constitution qui me permet par ordonnance
de voter des crédits d'impôt pour le budget, de voter des levées d'impôts. C'est ce qu'on appelle les 12/12e. Chaque mois, je reconduis le budget de l'année précédente et puis je l'amende. Ça serait quand même de l'insécurité financière et budgétaire pour la France, d'autant que Bruxelles et les marchés n'aimeraient pas du tout. Alors on va rentrer dans les détails de ce budget notamment, mais peut-être un petit mot. Est-ce que vous pensez, vous, que la France pourrait se retrouver sans budget pour 2025 ? Je ne le pense pas parce que mon jeu de chat et de la souris qui viserait à gagner du temps et finalement mettre le Parlement devant son échec est trop risqué pour la notoriété de la France et la capacité à emprunter sur les marchés. Ça serait emmener la France dans une aventure politique qui me semble savoureuse, mais qui sera sans doute trop périlleuse. Donc peut-être que le 49.3 permettra d'éviter cela. Le tout pour Michel Barnier, c'est que le 49.3 n'apparaisse pas comme un geste d'autorité, de brutalité, à la Elisabeth Borne, si j'ose dire, mais comme un geste salvateur, français, je ne veux pas laisser notre pays sans budget, et donc je fais un 49.3 libérateur. Néanmoins, sous la Ve République, 2 fois, on s'est retrouvé sans budget à la fin de l'année. En 62, parce qu'il y avait eu des législatives en novembre, ils n'avaient pas eu le temps de voter le budget, et en 79, parce qu'une faute de procédure avait fait annuler tout le budget. On n'en est pas mort. Il nous reste 1 minute 30, Christophe. On va parler évidemment de ces nouvelles économies, des efforts budgétaires qui doivent être faits. Le gouvernement qui s'attaque aux fonctionnaires, notamment le ministère de la fonction publique qui compte récupérer 1,2 milliard d'euros. Oh oui, enfin la justice fiscale. Ah ben pas celle dont on a parlé à l'Assemblée, la justice fiscale où on taxe ceux qui travaillent, non. La justice fiscale qui met à égalité les fonctionnaires et les gens du privé. Quand dans le privé on est malade, eh bien on a 3 jours de carence avant d'être payé par la Sécu. Les fonctionnaires, c'est 1. Eh bien oui, en passant de 1 à 3, c'est justice. De la même manière, l'indemnité qui était à 100% pour les fonctionnaires deviendra 90% du salaire d'un jour de travail quand on ne peut pas être là. Et c'est justice. Justice que de faire des économies sur la fonction publique. Tiens, on voit dans le Parisien ce matin une autre source d'économie possible. Les achats de l'État. Vous savez que l'État va payer des ampoules jusqu'à 48 €. Des ampoules qui sont à 5 € dans le commerce. C'est un scandale, une gabegie. C'est là qu'il y a des économies. L'État veut demander des efforts aux Français, qu'il en fasse lui-même d'abord. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Barbier. C'est très clair, l'édito de Christophe à retrouver également sur notre chaîne YouTube Radio J et sur notre site internet radioj.fr. On vous retrouve demain matin. Christophe, votre invité sera Charles Zitzenstuhl. Je crois qu'on avait déjà on avait déjà essayé de le dire et je vous avais laissé Je faire. l'invite pour ses compétences budgétaires, mais aussi pour vous mettre au défi de dire son nom. Député Ensemble pour la République de la 5e circonscription du Bas-Rhin. Merci Christophe, à demain. Radio J.